Dimanche 30 juillet. Prostré sur ma chaise de campeur dès 6h30 du matin, en pleine ligne droite de Kemmel, et avec comme seul réconfort un parapluie tordu, un poncho emprunté et un ami proche déterminé à me montrer les meilleures gamelles postées sur Instagram, oui, faut bien s'occuper, je m'apprêtais à vivre un dimanche de sport automobile inoubliable. Et croyez-moi, il le fut à bien des égards. Les mines déconfites après une courte nuit, les gadins plus ou moins contrôlés sur les talus boueux, les hordes oranges venus soutenir leur champion à coups de Max, Super Max, ou encore les odeurs d'essence mélangées à celles de la bibine, de la friture, de burgers à l'aspect discutable, de fumigènes clandestins et d'orifices dont on n'évoquera pas la nature ici, offraient déjà une expérience sociologique de qualité. Ensuite, la course principale de F3, mémorable de par l'adresse d'une moitié de grille équipée en pneus secs sur une piste détrempée, ainsi que la course de F2 ayant permis à un certain Théo Pourchère de porter un grand coup psychologique sur ses adversaires pour le titre, faisait office de généreux hors-d'œuvre. Et la F1, même en ces temps de domination, restait le clou du spectacle à partir de 14h30. Alors oui, ce dimanche fut intense, drôle, éreintant, touchant même, et effectivement inoubliable. Pourtant, s'agissant de la catégorie reine, c'est la veille qui, contre toute attente, aura été bien plus instructive. Et oui, ce dimanche en Formule 1 ne fut finalement qu'une pâle copie de ce qu'on a déjà vu récemment, à Spa qui plus est. Comme l'an passé, Max Verstappen a banalisé l'exploit en décrochant une 45e victoire facile, malgré sa pénalité sur la grille. Comme l'an passé, Sergio Pérez s'est vu terminer à une vingtaine de secondes de son leader, après pourtant être parti de la première ligne. Comme l'an passé, une Ferrari, celle de Charles Leclerc cette fois-ci, a complété le podium uniquement grâce à une pole position héritée. Et comme l'an passé, une Mercedes en pro marsouinage, celle de Lewis Hamilton en l'occurrence, n'a pu qu'harceler une voiture rouge à défaut de mieux. La sensation de déjà-vu est criante, mais elle ne s'arrête malheureusement pas aux quatuors de tête, ni au Grand Prix de Belgique de l'année dernière. Fernando Alonso a encore surpassé les capacités de sa machine, mais a terminé une fois de plus dans un no man's land. Lance Stroll marque de petits points, mais toujours à bonne distance de son aîné espagnol. Lando Norris a limité la casse quand la casse devait être limitée. Et le spectacle roue contre roue le plus excitant est resté comme souvent cette année dans le ventre mou du peloton, d'Esteban Ocon brillant 8ème à Nico Hülkenberg malheureux 18ème. Dans ce contexte, n'y a-t-il rien à retenir de ce week-end belge ? Pas si vite. Pour plusieurs équipes et plusieurs pilotes, les véritables enseignements se nichent dans la journée du samedi, dédiée au sprint. Primo, la RB19 est régulièrement prenable lorsqu'elle est pilotée par Sergio Pérez. Le Mexicain, qui clame pourtant avoir retrouvé la confiance après une très mauvaise passe amorcée à Monaco, a dû concéder 8 à 9 dixièmes à son coéquipier au cours des différents exercices qualificatifs et quelles que soient les conditions. Un écart qui le samedi a offert autant d'opportunités à des pilotes assoiffés de sang tels que Leclerc, Sainz, Norris, Piastri ou encore Hamilton de s'intercaler et d'empêcher un doublé systématique. Parti P8 pour une course sprint détrempée, Checo a ainsi souffert des conséquences de ses mauvaises qualifications du matin même, en butant sur Gasly d'abord, puis en s'accrochant avec Lewis Hamilton. Alors certes, s'agissant de cette dernière escarmouche, la responsabilité me semble davantage incomber au septuple champion du monde, du fait d'un léger sous-virage terminal pour le sidepod de la Red Bull numéro 11. Il n'empêche que Pérez s'est une fois de plus retrouvé dans des zones de turbulence qu'il devrait précisément éviter grâce à la compétitivité de sa monoplace. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda, qui se sont partagés les mérites ce week-end chez AlphaTauri grâce à un excellent sprint pour l'un et une course impressionnante pour l'autre le lendemain, en ont pleinement conscience. Secondo, Lando Norris peut déjà commencer à s'inquiéter d'un coéquipier encombrant, et il n'y a qu'à se repasser le film de la journée du samedi pour le comprendre. Magnifique deuxième temps sur piste séchante lors du shootout à seulement 11 millièmes de l'indéboulonnable Verstappen, Oscar Piastri a ensuite mené ses premiers tours en conditions de course à la faveur d'un passage en intermédiaire précoce, avant de se contenter d'une brillante P2 à l'arrivée. Un résultat que personne, encore moins son coéquipier britannique, n'a pu contester et qui ne doit pas se voir assombrir par l'abandon précoce du lendemain, bien aidé il faut le dire, par Carlos Sainz. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au vu du potentiel et de la marge de progression dont bénéficiera le jeune Australien, Lando Norris risque de tomber sur un os d'autant plus redoutable alors même que McLaren est en train de revenir au premier plan. Alors le dimanche, c'est certes Lando qui a sauvé les meubles au volant d'une monoplace réglée pour la pluie et donc déficitaire en vitesse de pointe. Mais attention, depuis Silverstone, Oscar sème des graines dans le champ de son coéquipier et qui tôt ou tard seront récoltées. Et lorsque ce jour viendra, Zak Brown, Andrea Stella et le management de McLaren, qui choisit Norris depuis 2019, devront arbitrer une éventuelle rivalité interne. Tertio,
Les 12 points inscrits par Aston Martin le dimanche sont un trompe-l'œil. Alors loin de moi l'idée de minimiser le regain de rythme en course des Verts à Spa. Toutefois, des réglages plus inspirés que pour McLaren par exemple, un excellent départ dans le chef de Fernando Alonso, puis la magie du pilote espagnol par ailleurs, ont d'après moi fait l'ensemble du travail. Si bien que la journée du sprint le samedi m'a paru bien plus représentative du niveau de performance déclinant d'Aston depuis quelques courses, et 2 indices le confirment. D'abord, la volonté de chausser précocement en Q2 du shootout des pneus secs à Lance Stroll, lequel terminera dans le mur quelques minutes plus tard, et le triste signe qu'intégrer la Q3 à la régulière semble de plus en plus compliqué. Ensuite, l'erreur de Fernando Alonso lors du sprint à Pouhon n'a été que la résultante de l'inconfort du pilote et de la mine renfrognée de l'homme depuis le début du week-end. Car même si l'histoire belge se termine plutôt bien, l'optimisme n'est plus de mise chez Aston Martin. La bataille du développement, dont les Verts auraient dû bénéficier compte tenu du temps colossal en soufflerie et en CFD qui leur avait été attribué en début d'année, est en train de tourner court et traduit peut-être le manque d'expérience, de structure et de vision d'une équipe qui, il y a encore 3 ans, copiait les meilleures monoplaces sans les produire. Quarto, l'adversité stimule toujours les pilotes alpines. Alors dans le fond, la situation est cataclysmique au sein de l'écurie tricolore. L'instabilité managériale persiste après l'éviction du PDG Laurent Rossi, du team principal Otmar Safnauer et du directeur sportif Alan Perman entre autres, et retardera inéluctablement l'échéance d'un éventuel retour au premier plan. Sur la piste de surcroît, Alpine semble toujours courir derrière Aston Martin, laquelle a vu Mercedes, Ferrari et McLaren lui passer devant. Pourtant, le samedi, un certain Pierre Gasly, brillant P6 au départ du sprint, bien aidé par la stratégie et intouchable malgré les harcèlements successifs de Sergio Pérez puis de Lewis Hamilton, s'est attribué la P3 du petit podium. Un exploit sans doute rendu possible par la niaque qui habite toujours le jeune Normand depuis l'accident de son ami Antoine Hubert il y a 4 ans déjà, et qui rappelle dans une certaine mesure le podium acquis de haute lutte par Romain Grosjean en 2015 pour une écurie Lotus, minée à l'époque par un redressement judiciaire. Pourtant, comme pour l'ancêtre d'Alpine, cette performance ne change rien, car le plus dur reste à venir pour les Bleus. Dimanche 30 juillet vers 17h, j'ai donc replié mon fauteuil de campeur après une expérience inoubliable pour moi, mais sans doute dispensable pour la plupart des téléspectateurs dominicaux. Sur le talus asséché par les éclaircies, des restes de fumigène orange. Sur le circuit, une multitude de fans venus célébrer la victoire de leur dieu vivant. Et au loin, près de la source, l'hymne néerlandais qui retentit une énième fois. Une journée classique en F1 me direz-vous. Mais derrière les apparences répétitives se cachent toujours des leçons inédites à tirer, même si elles ne découlent pas de la course du dimanche. Voilà ce que ce week-end à Spa-Francorchamps m'aura appris. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Belgique et de mes propos. Pour le reste, l'abonnement, la cloche, le partage, le like et les commentaires sont toujours les meilleures façons de me soutenir, donc ne vous privez pas. À bientôt pour de nouvelles aventures, allez, ciao!